Le monde devient un et de plus en plus indivisible au regard des problématiques d'intérêt commun traitées. C'est le cas de cette conférence des partis sur le dérèglement climatique qui se tient à Paris en France du 30 octobre au 11 décembre de l'année en cours. La 21e du genre. Le Gabon qui a un leadership sur la question est au premier chef concerné tant le président de la République, Ali Bongo Ondimba, inscrit à la suite de son illustre prédécesseur dans le pays comme à l'international son action de contribution à la matière. Alors, en quoi ce rendez-vous européen qui réunit quasiment l'ensemble des pays que compose la planète impacte-t-il sur le Gabon? Qu'entendre par la COP 21? Quelles sont, tant soit peu, les problématiques liées à ce forum des grands jours et comment arrive-t-on à la COP 21? Tels sont les axes et tentatives de réponse que quelques journalistes de la presse et l'audiovisuel gabonais vont lever ici. Radio Gabon, la nationale chez vous. La 21e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ou la COP 21, se tient du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, en France. Ce rassemblement va connaître la participation de 40 000 délégués représentant chaque pays. Alors, avec vous, Olivier Bakendam-Badinga, nous allons dégager l'intérêt de cette rencontre et voir pourquoi se tient-elle en France. Mais pour commencer, la COP 21, qu'est-ce que c'est, Olivier Bakendam-Badinga? Oui, d'abord la COP 21. COP, c'est un sigle anglais, Conference of Parties, en français Conférence des partis, qui tient sa 21e session. Et donc la COP 21, c'est simplement la 21e conférence des partis qui est l'organe majeur de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée en 1992, au sortir du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, au Brésil. C'est dans ce cadre que tous les pays du monde, 195 signataires appuyés par des ONG, des entreprises et des groupements de scientifiques, se réunissent chaque année depuis 1995 pour lutter ensemble contre le réchauffement climatique. La rencontre de cette année dans l'Hexagone constitue le plus grand événement diplomatique, l'une des plus grandes conférences climatiques jamais organisées, et Paris sera à l'occasion la capitale mondiale des changements climatiques ou des amis du climat. Pourquoi dans ce pays, Asndiengui? Parce que la France occupe la présidence de l'instance mondiale sur les changements climatiques, à savoir la conférence des partis, et qu'elle affiche sa ferme volonté dans la lutte pour inverser la tendance face aux dangers liés au réchauffement planétaire aux côtés des autres amis du climat. Par rapport à l'organisation de ces rendez-vous prévus sur le site de Paris-Le Bourget, la France s'engage en tant que pays hôte à assurer le meilleur accueil possible, les conditions de travail, de transport et l'hébergement de participants. En outre, sur les 170 millions d'euros, un peu plus de 110 milliards de francs CFA arrêtés pour le financement de l'événement, 20% du coût seront supportés par des entreprises partenaires françaises et étrangères. La France qui s'est aussi engagée à aider les pays en difficulté, afin que chacun puisse présenter, en fonction de sa situation, une contribution nationale participant à la lutte universelle contre le dérèglement climatique. Car, et c'est une innovation de taille, chaque pays est invité cette fois à publier dès que possible et avant la COP 21 une contribution dégageant clairement ses efforts nationaux. Il faut dire que l'édition française de la COP est la plus attendue et la plus médiatisée, comme nous le faisons d'ailleurs à Saint-Diengui, car ce sommet est considéré comme celui de la dernière chance. C'est l'occasion ultime de fixer sur le papier des objectifs contraignants pour limiter l'impact de l'homme sur l'environnement, l'homme étant l'organisme vivant qui, par ses nombreuses activités sur Terre, altère le système naturel jusqu'à perturber gravement, voire irréversiblement, l'équilibre biologique qui revêt une importance capitale pour la vie. À Paris, l'objectif pour les 195 pays participants est de trouver enfin un accord pour limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement de la Terre par rapport à l'ère pré-industrielle. L'on sait qu'à chaque rencontre, des mesures sont souvent arrêtées au terme des travaux, mais de la parole à l'acte, il y a souvent fossé. Olivier Bakendam-Badinga. Pour être prudent, je dirais oui et non, car le constat diverge d'une année à l'autre. Par exemple, le 11 décembre 1997, la 3e conférence des partis avait donné naissance au protocole de Kyoto. Avec cet accord, les pays industrialisés se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5% entre 2008 et 2012 et cet accord avait été considéré comme un succès. Toutefois, aucun objectif chiffré concret
n'aura été fixé lorsque ce protocole avait été promulgué fin 2012. De même qu'en 2009, la COP 15 de Copenhague n'avait pas débouché sur de nouveaux engagements quantitatifs. Comme on peut le constater, on ne saurait parler dans ce cas d'évolution ou de succès. En outre, le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernementaux de novembre 2015 sur l'évolution du climat est très alarmiste. Il prévoit, tenez-vous bien, une hausse des températures de 0,3 à 4,8 degrés Celsius d'ici 2100. À Paris donc, le contexte est favorable certes à la conclusion d'un accord sur le climat, mais la tâche n'est pas du tout aisée. Le seul signe d'espoir naît de l'engagement nouveau de 2 gros pollueurs, premiers émetteurs de gaz à effet de serre du monde, à travers les déclarations de leurs dirigeants chinois et du président américain Barack Obama. Mais il ne s'agit là que d'un élan de volonté politique affiché qui dégage simplement leurs ambitions à militer ou avancer dans le sens voulu par les autres pays du monde, pourvu que leurs paroles ne restent pas lettres mortes. Seulement, il y a une inquiétude au sujet de la position des entreprises françaises et autres partenaires au financement de la COP 21 de Paris, quand on sait que plusieurs de ces mécènes sont issus du secteur des énergies fossiles, fortement polluantes et dénoncées par les associations écologistes, à l'exemple de constructeurs automobiles et des compagnies aériennes dont Air France et entre autres cités, au même titre que Renault et Nissan. Cependant, les organisateurs sont optimistes et espèrent quand même aboutir cette fois à un accord universel ambitieux contraignant et encourager la transition vers des économies résilientes et sobres en carbone. D'ailleurs, les organisations de la société civile ont mis en garde le gouvernement français et les États partis contre ce qu'elles qualifient de fausses solutions, notamment les initiatives de promotion de l'agriculture climato-intelligente et l'alliance créée en 2014 avec la séquestration de CO2 dans le sol et leurs conséquences socio-économiques désastreuses. Attendu cette fois que les pays développés, donc pollueurs, mobilisent des financements suffisants et appropriés à hauteur de 100 milliards de dollars, autour de 55 000 milliards de francs CFA par an de sources publiques et privées à partir de 2020 pour lutter contre le dérèglement climatique tout en favorisant le développement durable et juste dans les pays en développement. Une partie de ces financements transitera par le Fonds vert pour le climat, dont la première capitalisation a déjà atteint 10,2 milliards de dollars, un peu plus de 5 600 milliards de francs CFA, dont près d'1 milliard de dollars, 550 milliards de non-francs dégagés par la France. Et c'est là que les pays du Sud trouveraient une juste compensation, à l'exemple du Gabon qui a cédé une partie de son territoire pour la création de plusieurs parcs nationaux, appuyés par des initiatives de développement durable en phase avec le pilier Gabon vert de la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Du fait de la complexité de ce sujet et des enjeux qui se cachent derrière cette problématique, c'est un long processus où se mêlent des questions environnementales, économiques, sociales et diplomatiques. Voyons avec vous brièvement, Hélène Chimambou, l'histoire des COP. La première COP a eu lieu en 1995 à Berlin, il faut le dire à Sindingi. Elle fixerait pour chaque pays ou région des objectifs chiffrés en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de réduction correspondantes à atteindre. Cet engagement chiffré passe une série de mesures et d'engagements politiques. La deuxième COP s'est déroulée à Genève en 1996. En 1997, la conférence des parties se déroule à Kyoto pour sa 3e année. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un protocole contraignant visant à encadrer les émissions de dioxyde de carbone de plus d'une centaine de pays est élaboré. Les objectifs sont chiffrés, à savoir réduire de 5,2% les émissions de gaz à effet de serre planétaire d'ici 2020 en se servant de l'année 1990 comme référence. Pour l'Union européenne, cet objectif se traduit par une baisse totale de ses émissions de 8%. Les mécanismes de flexibilité sont aussi étudiés afin de pouvoir aider les pays signataires à développer le maximum de pistes afin de réduire leurs propres émissions. Ils mèneront à la création des mécanismes de développement propres et à la mise en œuvre conjointe. Pour que le protocole de Kyoto puisse rentrer réellement en vigueur, il fallait au moins que 55 pays ratifient le traité. Ce sera chose faite en 2002 lorsque l'Islande s'engagera à réduire ses émissions.
En clair, il aura fallu attendre 5 ans pour mettre en œuvre ce protocole. Il sera officiellement ratifié en 2005 lors de la COP 11 à Montréal au Canada. Ces 8 années entre 1997 et 2005 ont été à l'origine de négociations très fortes et de clarification de la mise en œuvre de ce protocole, notamment la mise en place de la méthodologie de comptabilité, des marchés d'émissions, des mécanismes de fonds propres, du système d'observation et de gouvernance. La grande déception du protocole de Kyoto vient du fait que les 2 principaux émetteurs de gaz à effet de serre du monde n'aient pas ratifié ces traités, les États-Unis et la Chine. De la même manière, le Canada se retirera du protocole de Kyoto en 2011. Un des objectifs des COP ayant suivi la COP 11 de Montréal a été de réfléchir à l'après Kyoto. En effet, les accords contraignants devaient se terminer en 2010. C'est notamment à Doha, lors de la COP 18, qu'une seconde période d'engagement du protocole de Kyoto a été décidée jusqu'en 2020. Il faut comprendre que la grande peur des négociateurs serait de ne pas réussir à trouver un nouvel accord contraignant qui puisse toucher les pays, notamment les plus émetteurs. La COP 15 de Copenhague a été par exemple une grande déception tant les attentes étaient hautes. Finalement, les États-Unis et la Chine refuseront que leurs objectifs de réduction soient contraignants, mettant à mal une lutte unie contre le changement climatique. C'est ainsi que les attentes pour la COP 21 qui vont se dérouler à Paris sont très fortes. En effet, ce sera durant cette conférence que sera décidé le nouvel accord qui devrait remplacer le prolongement du protocole de Kyoto après 2020. Enfin, ouf de soulagement, les 2 plus gros pollueurs mondiaux en raison de leur activité économique, notamment la Chine et les États-Unis, ont conclu un accord bilatéral en ce mois de novembre. Ils sont engagés à diminuer de 26 à 28% leurs émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique d'ici à 2025. Hélène Chimambu. Un bon point pour la Chine et autre pour le président Hollande à la manœuvre depuis plusieurs mois pour obtenir en décembre prochain un accord mondial sur une réduction planétaire significative des émissions de gaz à effet de serre. Premier pollueur mondial devant les États-Unis avec 25% des rejets de gaz à effet de serre, la Chine en est aussi la première victime. Le pays qui entend aussi baisser l'intensité de son économie en carbone de 60 à 65% par rapport à 2005 et porter la part de ses énergies non fossiles dans la consommation énergétique primaire à environ 20%, projette aussi d'augmenter son stock forestier d'environ 4,5 milliards de mètres cubes par rapport à 2005. Le Premier ministre chinois a également assuré le chef de l'État français récemment de sa volonté de parvenir en décembre à Paris à un accord global équilibré et ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. François Hollande, sensible au fait qu'elle ait été symboliquement effectuée sur le territoire du pays organisateur de la COP 21, a salué cette annonce, estimant qu'elle confirmait l'engagement de la Chine à construire une civilisation écologique selon son entourage. Le président français veut y lire un signe de soutien et de confiance dans le succès de la COP 21. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, les États-Unis, deuxième plus gros émetteur de GEC derrière la Chine, ont de leur côté confirmé leur engagement pris en novembre avec la Chine d'une baisse de 26 à 28% entre 2005 et 2025. Début mars dernier, l'Union européenne, à savoir 12% des émissions, bon élève du climat, avait été la première officiellement à transmettre son plan pour après 2020 en promettant une baisse de 40% des gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Pour mémoire, l'accord universel attendu à Paris doit prendre le relais du protocole de Kyoto à partir de 2020 pour limiter le réchauffement mondial à plus de 2 degrés Celsius à la fin du siècle. Seuil au-delà duquel les experts prévoient des impacts dévastateurs pour la planète. La Chine est le 42e des 195 États participants à la conférence de Paris à faire connaître sa contribution. Certains experts estiment que la Chine aurait pu se montrer plus ambitieuse au vu notamment du développement spectaculaire de ses investissements dans les énergies renouvelables et de la baisse de la consommation du charbon pour viser un plafond
plafonnement anticipé de ces émissions en 2020 ou en 2025. On peut toutefois dire à Ndiengi que se réjouir de la contribution chinoise, outre les termes de son contenu, elle signe en effet aussi l'entrée en piste du premier des grands pays émergents dans le protocole international qui viserait à protéger le climat et la planète. Le 30 juin dernier était décidément un bon jour pour la planète et l'avenir de l'humanité. La Serbie, la Corée du Sud et l'Islande ayant aussi fait connaître leur contribution quant à l'empire du milieu qui s'est lancé de tout son poids dans la transition énergétique, il pourrait entraîner à sa suite l'Inde, un autre grand pays émergent de pollution. L'agriculture, un secteur économique assujetti au changement climatique, c'est un domaine stratégique de développement dans la plupart de nos États. Le Gabon, notamment avec le projet Graines, des efforts menés dans le but d'assurer à terme du processus l'autosuffisance et la sécurité alimentaire, mais aussi de donner une réponse aux problèmes de chômage. Il est donc souhaitable que lors de cette discussion de Paris, des solutions soient trouvées à la situation plus que préoccupante du dérèglement climatique. Alain Donkora. Les assises sur le climat baptisées COP21 qui cristallisent la réflexion se tiennent au moment où la progression destructive du réchauffement de la planète met plus en lumière que cette avancée de chaleur n'augure pas de lendemain meilleur. Le climat étant de 4 à 5 degrés Celsius, c'est trop. 4 à 5 degrés fait craindre des conséquences à venir extrêmement graves, d'autant que dans un tel contexte, il serait très difficile, voire impossible, aux populations, mais aussi à la flore, à la faune, aux écosystèmes de s'y adapter, d'où l'exigence à renverser cette tendance pour contenir le réchauffement global de la planète sous la barre d'au moins 2 degrés Celsius. Ce chiffre avait été officiellement adopté en 2010. La quasi-totalité des États de la planète signataires de la Convention internationale sur le climat avait donc chiffré cette température moyenne à 2 degrés Celsius comme la limite à ne pas franchir. À cette situation qu'il convient de qualifier d'insoutenable, il s'est agi là, grosso modo, de s'assurer une diminution progressive des émissions de gaz à effet de serre, source de réchauffement, tout comme de changement climatique, avec les conséquences néfastes que l'on connaît, tant au niveau mondial qu'a fortiori en Afrique, ou dans les pays africains en voie de développement, les produits de la mer, l'agriculture constituent entre autres des viviers vitaux essentiels pour les populations. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 3 milliards de personnes tirent de la mer près de 20% de leur consommation en protéines. Le comble est que le rôle modérateur du changement climatique joué par l'océan se fait au prix d'impacts très inquiétants. Il serait temps d'en prendre conscience. Or, dans ce genre de situation, si l'agriculture occupe la dernière place dans les négociations internationales sur le changement climatique, comment l'agriculture pourra-t-elle jouer le rôle central qui est attendu d'elle dans la stratégie de développement de nos pays, alors que, selon les Nations Unies, 6 000 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de faim sous l'effet du changement climatique d'ici à 2080, et que la part des populations les plus déshéritées du globe qui vivent en Afrique doubleront d'ici 2030. À propos de notre pays, nonobstant les contraintes économiques, des efforts dans le sens de faire de l'agriculture une stratégie de politique sociale s'inscrivant dans l'optique de l'autosuffisance et de sécurité alimentaire sont en train d'être menés dans un pays qui importe chaque année plus de 85% de ses produits alimentaires. Il faudrait aussi comprendre la place centrale de l'agriculture chez nous comme une réponse certaine au problème du chômage. La COP21 est l'aboutissement de la nouvelle approche des négociations climatiques internationales adoptées en 2009 face au constat d'échec du protocole de Tokyo. D'ici là, nombreux sont les sceptiques qui sont en train de se demander si la COP21 de Paris comporte de véritables enjeux, d'autant que depuis là, les lignes n'ont pas bougé malgré les réunions sur le climat qui s'étaient tenues bien auparavant et que le statu quo du moment n'a évidemment pas réglé les problèmes. Mais
Le travail effectué par les chercheurs montre que, pour faire baisser rapidement les émissions mondiales à effet de serre, les seuls efforts de pays développés ne suffisent pas à la tâche. Un engagement fort des pays émergents, devenus à leur tour de grands émetteurs, est incontournable. L'autre esquisse de solution, selon les experts, est la sauvegarde de la biodiversité, qui est sans doute l'un des moyens de s'adapter au changement climatique à venir, entendu que là où les écosystèmes sont préservés, riches et variés, exploités de manière raisonnée et respectueux des cycles de régénération, les communautés humaines y trouvent des ressources et des services pour mieux s'adapter aux perturbations. Autre solution, faire recours aux énergies renouvelables qui nécessitent des investissements plus importants que les énergies fossiles, c'est-à-dire le vent, les courants ou le soleil, qui sont presque gratuits. Le Gabon, notre pays qui place les questions de changement climatique au cœur des priorités gouvernementales, sera bien représenté à ce rendez-vous de la capitale française. Notre pays, il faut le dire, va faire valoir une fois encore son leadership qui s'est affermi au fil des années pour l'obtention de l'accord voulu et attendu par les amis du climat. Vicky Lasseni. L'engagement du Gabon en matière de lutte contre le changement climatique reste constant. Compte tenu de la gravité du phénomène, le Gabon met tous ses efforts avec celle de la communauté internationale en vue de l'adoption d'un accord plus contraignant appelé à succéder au protocole de Kyoto, avait indiqué le président Ali Bongo Ondimba lors de la rencontre du 18 au 19 mars 2015 pour une initiative des pays du Sud en faveur du climat, affirmant une fois de plus le leadership du Gabon à la matière. Le Gabon envisage de soumettre à la 21e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques COP21, prévue en décembre prochain à Paris, France, un projet de lutte contre le réchauffement climatique en rapport avec le stockage du carbone. En effet, toutes les études scientifiques démontrent que si l'on arrête la déforestation et la dégradation des forêts, les quantités de stock de carbone non émises dans l'atmosphère vont réduire significativement les gaz à effet de serre. En septembre 2011, devant l'Assemblée générale des Nations unies, Ali Bongo Ondimba affirmait l'engagement du Gabon dans la lutte contre le réchauffement climatique et proposait d'importantes mesures visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone. Dans le même esprit, le Gabon a mis sur pied l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, AGEOS, afin d'avoir des données fiables sur le climat. C'est un outil pour le suivi et l'évaluation de sa politique climatique. En octobre 2011, lors de la réunion de haut niveau sur le climat organisé par le prince Charles, le chef de l'État gabonais a rappelé la responsabilité première des dirigeants politiques à agir notamment en Afrique, continent le plus touché par les conséquences des changements climatiques. Le Gabon a mis en place un certain nombre de solutions pour relever les défis du changement climatique. On peut citer premièrement le Conseil climat afin d'intégrer systématiquement la dimension climatique dans le plan de développement national. Le plan national d'occupation des sols qui implique la réalisation obligatoire d'un bilan carbone dans l'étude d'impact environnemental pour tout nouveau projet et l'obligation d'une étude d'impact sur la biodiversité. À cela, il faut ajouter le plan d'utilisation des sols. Le Gabon est à l'initiative de la rencontre du climat pour le Sud, le 28 août 2014, lors du New York Forum Africa. Elle avait pour ambition de mobiliser les pays du Sud dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Sur le plan national, le gouvernement met tout en œuvre pour l'appropriation des questions environnementales par les populations. Un forum des associations sur les questions environnementales s'est tenu du 15 au 16 octobre 2015, dénommé 300 jours pour comprendre les enjeux de la lutte contre le changement climatique. Il a réuni plus d'une cinquantaine d'associations gabonaises et 3 de la République de Sao Tomé et Principe. L'engagement du Gabon dans la lutte contre le changement climatique s'explique par le rôle moteur de ce pays dans la sauvegarde de la forêt du bassin du Congo, deuxième poumon de la planète après l'Amazonie, mais aussi par l'engagement personnel du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, qui a fait de cette question son cheval de bataille. Il affirmait à propos d'ailleurs
que la planète doit être sauvée à Paris en décembre 2015 lors de la COP 21. L'on peut noter avec vous, Timothée Mémé, qu'il y a comme un dysfonctionnement entre les résolutions des grands-messes et la réalité au sein de nos populations africaines. Politiques et experts du Nord et du Sud vont échanger sur la problématique du changement climatique, un des grands enjeux du village planétaire. Cette sérieuse menace pour l'humanité expose la planète au réchauffement lié à la propagation des gaz à effet de serre. Au-delà des grands discours et autres profondes réflexions d'experts, sans désigner les grands pollueurs juchés sur leur certitude hégémonique, il y a indiscutablement une fracture au niveau des points de vue entre la vision de ces grands rendez-vous et celle des populations appelées à adhérer aux résolutions qui en sont issues. Le fossé est grand. Quelques exemples montrent bien qu'il y a comme un langage de sourds, un grand écart entre les populations et les résolutions prises. Pour lutter contre le réchauffement climatique, par exemple, il est conseillé de nouveaux modes de vie qui viennent remettre en cause des cultures millénaires qui n'ont jamais posé un quelconque problème à l'environnement. Aujourd'hui, on parle de déforestation sauvage, de culture vivrière industrielle, de gaz à effet de serre, de culture transgénique, ces fameux OGM, organismes génétiquement modifiés. On parle aussi d'énergie fossile, aux effets très polluants, autant de pratiques auxquelles les populations autochtones sont pourtant étrangères. Ces pratiques sont celles que nous impose le capitalisme sauvage, dont les maîtres philosophes sont au nord et non au sud, où les multinationales, leurs bras séculiers, opèrent en toute inconscience, comme en terrain conquis et sans s'encombrer du moindre plan d'aménagement forestier. Aujourd'hui, par exemple, existe un réel conflit entre l'homme et les éléphants qui déstabilisent de leur milieu naturel de plus en plus hostile pour leur survie du fait d'une déforestation intensive au point qu'ils perdent leurs repères et se retrouvent à dévaster des plantations des populations paysannes. Un bel exemple d'effet funeste de l'homme sur la nature. Lorsque l'on encourage nos gouvernants à investir dans des énergies nucléaires ou fossiles pourtant très polluantes au détriment des énergies hydroélectriques, solaires ou éoliennes, il y a comme un complot qui ne dit pas son nom. Et ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, nous disent l'évangile des thérapies miracles contre les dérèglements climatiques. Pendant des siècles, nos populations, pourtant, ont su vivre en parfaite harmonie avec la nature. Leur demander de changer de mode de vie est quelque peu insultant. Pourquoi ne pas envisager le retour plutôt à l'état nature? Le retour à l'état nature, à mon sens, apparaît comme la seule planche de salut qui s'impose à notre société marchande. Et si le pygmée, peuple autochtone, était l'avenir de l'humanité et de sa survie? Au regard de tous les aspects développés autour de cette problématique préoccupante, force est de reconnaître que le changement climatique aura un impact considérable sur la sécurité alimentaire déjà compromise en Afrique. Pour éviter le pire, notre pays multiplie ses stratégies en mettant l'accent sur le développement durable. Jacques Fourier-Mangomba-Maloulou. Acteur de la lutte contre le dérèglement climatique, le Gabon a une superficie de 267 667 km² et recouvert sur près de 85% de forêt. Logé dans le golfe de Guinée, à cheval sur l'équateur avec une position remarquable et même privilégié en Afrique, ce beau pays d'Afrique centrale est tout de même confronté à un problème de déforestation. Depuis de longues années, il tente de développer son agriculture et c'est de partir de la dépendance alimentaire extérieure. En effet, pour paraître plus clair, le Gabon consent plus de 150 milliards de francs CFA par an pour l'achat des denrées alimentaires importées, soit 60% de consommation alimentaire. Des chiffres qui donnent foi au dos et qui amènent les autorités gabonaises à croire en une possible relance de la filière agricole. C'est pourquoi le pays s'est engagé depuis près de 3 ans sur un vaste chantier. Et comme bon nombre de pays ayant le souci de diversifier son économie, le Gabon s'est lancé comme défi de relancer ce secteur d'activité. À l'actif de cette politique de diversification de notre économie, on note la création de 6 fermes agro-pastorales pour un meilleur approvisionnement du marché local ainsi qu'une baisse substantielle des prix. Le développement durable passe également par la gestion de l'environnement. En la matière, le Gabon fait déjà figure d'exemple au sein du bassin du Congo et à l'échelle internationale. Et d'ailleurs, la mise en œuvre des premiers plans d'aménagement durable à la fin des années 90, l'élaboration d'un nouveau mode d'exploitation forestière durable et la création en août 2002 de 13 parcs nationaux sont des éléments désormais dédiés à la conservation des écosystèmes forestiers. Le lancement officiel par le chef de l'État le 22 novembre 2014 du programme de la Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés est un signe de la volonté de nos dirigeants de développer notre agriculture. Déjà,
En 2010, le gouvernement a injecté dans son programme plus de 38,4 milliards de francs CFA, dont 75% ont été consacrés à l'investissement global. La récession économique, la crise financière, le changement climatique, la protection de l'environnement, la gestion rationnelle des forêts sont autant de motifs qui doivent nous inciter à nous protéger. Le développement durable peut alors être considéré comme une des pistes privilégiées pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. État-nation, c'est terminé. Vous avez écouté tour à tour Olivier Bakendambadinga, Hélène Chimambu, Alain Donkora, Vicky Lasseni, Timothée Mémé et Jacques Foulier Mangumba Maloulou. La partie technique était assurée à la prise de son par Ginny Makita, Rigobert Fouala, Hervé Mopimba. Montage Didier Makaya, réalisation Alexis Pienzati. Moi, votre humble serviteur Aznzengi, merci de votre attention, portez-vous bien. À bientôt sur les ondes de Radio Gabon, la nationale.